Bonjour à tous. Nos travaux ont donc commencé avec cette première session qui permettra d'évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme comme socle juridique. Autour de moi, nous avons 5 intervenants. Par ordre d'intervention, William Chabas, Marc Gambarazza, Frédéric Coulet, Roland Adjovi, Umberto Cantu Rivera, qui a dit qu'il me pardonnerait de mal prononcer son nom, mais j'essaierai de faire des progrès. Nos travaux vont se structurer de la manière suivante. Chaque intervenant aura 10 minutes pour faire sa présentation. Et à l'issue des interventions, nous aurons un dialogue, un jeu de questions-réponses avec la salle. Et pour conclure la séance, nous reviendrons vers nos intervenants pour qu'ils nous donnent un ou deux messages pour nous tous en tant que citoyens. Nous allons commencer cette session avec le professeur Chabas. Le professeur Chabas est professeur à l'université de Middlesex et à Sciences Po Paris. Il est aussi auteur d'un ouvrage magistral que vous n'avez peut-être pas lu, mais que vous allez sans doute consulter. C'est un ouvrage de plus de 3000 pages consacré aux travaux préparatoires à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ouvrage publié en 2013 aux presses de l'Université de Cambridge. Professeur, dans une de vos interviews, vous avez dit que la connaissance de ces travaux préparatoires peut enrichir notre appréciation sur le contenu des droits fondamentaux et peut-être même sur le droit coutumier. Alors, professeur Chabas, que nous enseignent ces travaux préparatoires? Mais vous n'avez que 10 minutes. Excellences, chers collègues, chers étudiants, merci à l'AFNU et à l'Institut Cassin pour l'invitation de participer à ce colloque. Mon sujet est la genèse de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une chose qui me frappe de la Déclaration universelle des droits de l'homme est la manière dont elle a résisté à l'épreuve du temps. C'est un document que, peut-être avec quelques petits détails, on ne changera pas un mot de la déclaration aujourd'hui. Et pourtant, le monde a beaucoup changé. Lorsque nous parlons des travaux de rédaction de la Déclaration universelle 47-48, essentiellement, on dit souvent que c'est la fin de la guerre et c'est en réaction à la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y avait d'autres éléments qui sont aussi importants. C'était le début de la guerre froide, d'un conflit. Aujourd'hui, on parle encore de conflit entre l'Occident et l'Est. Mais à l'époque, c'était plus que ça. C'était pas simplement deux superpuissances ou deux puissances ou deux zones d'influence, mais aussi un débat idéologique dont on voit des traces un peu dans la Déclaration universelle. Je pense à l'article 17 qui parle du droit à la propriété seul ou en association avec d'autres. Et aussi à l'article 26 qui parle du droit à l'éducation, mais qui parle aussi des débuts de l'éducation. Et on a vu un petit peu dans le vidéo, je crois, de René Cassin, suivi par le représentant de la Tchécoslovaquie. Ça nous a donné un petit goût aussi de l'ambiance lors de l'adoption de la déclaration. Parfois, d'ailleurs, je trouve que la déclaration est meilleure qu'on ne le pense. Je vous donne un exemple, l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous le lis. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, etc., ont le droit de se marier et de fonder une famille. Et le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme est essentiellement copié dans la déclaration, dans la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, il n'y a pas très longtemps, lorsque la Cour européenne s'est penchée sur la question de
du mariage entre personnes du même sexe. La Cour européenne des droits de l'homme a fait référence à ce texte et le fait d'utiliser dans la Déclaration universelle des droits de l'homme les mots l'homme et la femme plutôt que chacun ou toute personne, comme c'est le cas pour presque toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit, et je cite, « Force est donc de considérer que les mots employés à l'article 12 ont été choisis délibérément. » On a choisi homme et femme pour signaler le fait que le mariage était un mariage entre personnes de sexe opposé. Mais alors, dans mes 3 volumes sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, on va constater que c'est complètement faux. Les juges à la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pas fait leur devoir. Ils ont imaginé que c'était un choix des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En réalité, ces mots ont remplacé toute personne, je crois, ou l'homme, ou chacun, à la demande de la Commission de statut de la femme. Et la Commission de statut de la femme voulait souligner l'égalité de la femme dans le mariage, qui n'était pas le cas en 1948 dans beaucoup de pays, y compris la France, je crois. Et donc, en réalité, c'est un message, c'est une contribution du mouvement féministe, plutôt qu'une déclaration que le mariage se limite à l'homme et la femme. Il y a une clause que j'aimerais peut-être qu'on l'élimine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le paragraphe 2 de l'article 2. Alors, c'est bien connu, l'article 2, le premier paragraphe, c'est le droit à l'égalité, où on a cette énumération des motifs de discrimination. Mais le paragraphe 2, et je vais le lire, « De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. » C'est une clause colonialiste, enfin, ou pour tenir compte du colonialisme. Et la clause a été proposée par un État qui n'existe plus, la Yougoslavie, et en vue de protéger des États qui n'existaient pas encore, les anciennes colonies, surtout en Afrique. Un des partisans de cette clause, et il a parlé avec beaucoup d'éloquence, il n'est pas cité comme un des rédacteurs importants avec Roosevelt, Cassin, Malik, etc., mais je trouve que sa voix était importante aussi, c'est le délégué d'Haïti, Émile Saint-Lô. Et je vais vous lire quelque chose qu'il a dit lorsque ça a été proposé. Saint-Lô dit « Il ne suffit pas de mentionner dans le préambule, parce qu'on avait proposé de mettre ce texte dans le préambule, les territoires placés sous la juridiction des États membres. Cette mention n'a pas force obligatoire et rares sont les précédents qui permettent d'espérer qu'elle sera appliquée. » C'est dans la séance du 29 novembre, à la toute fin des travaux de la 3e commission. Cassin n'est pas d'accord. Cassin dit que c'est pas nécessaire d'avoir ce texte, c'est pas important. Cassin dit ça va créer un genre de discrimination. Et Saint-Lô répond, il remercie le représentant de la France. Toutefois, la position de la délégation d'Haïti est logique. Il est surprenant que des pays qui n'ont eu aucune expérience du régime colonial essaient d'imposer leur point de vue à des pays qui en ont fait l'expérience. Son pays qui, en l'occurrence, exprime les vues d'un certain nombre d'États similaires, a reçu de nombreuses pétitions demandant qu'un tel article soit inséré dans la déclaration. Alors, le texte est adopté par la 3e commission. Ce texte aurait dû être l'article 31 de la déclaration. Vous savez qu'il n'y a que 30 articles. Et dans le comité de rédaction, les États colonialistes, le Royaume-Uni, Belgique, etc., ont réussi à le cacher, à le mettre dans l'ombre, à le mettre à la fin de l'article 2
plutôt qu'un article autonome, l'article 31 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cassin est assez courtois parce que à la prochaine réunion de la troisième commission, où on adopte le texte, et c'est Cassin qui propose que le texte soit modifié, le titre de la déclaration soit modifié de Déclaration internationale des droits de l'homme à Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il remercie le délégué d'Haïti, parce que c'est le délégué d'Haïti qui avait proposé dans une autre résolution, la résolution sur les minorités, adoptée en même temps, de pair avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et lui avait proposé ce qui était adopté, une résolution dont le texte parle de l'universalité de la Déclaration des droits. Et Cassin dit, maintenant, comme la troisième commission a déjà adopté ce texte proposé par M. Saint-Lô, que c'est un très bon argument pour qu'on modifie aussi le titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je ne veux rien enlever du crédit qu'on donne à Cassin pour le titre Déclaration universelle des droits de l'homme, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est le délégué d'Haïti qui avait contribué aussi à cette modification. Je veux terminer avec une remarque sur les séquelles, si vous voulez, sur l'attitude adoptée envers la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je tourne vers la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 1960. C'est la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Et c'est la deuxième grande déclaration, enfin, de l'Assemblée générale des Nations unies, la Déclaration universelle de 1948, suivie par la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. C'est un texte adopté en décembre 1960, lorsqu'il y a, pour la première fois, un grand nombre de pays africains. Il y a 17 États africains qui deviennent membres des Nations unies en 1960, et c'est ces États-là qui ont rédigé le texte de la résolution et qui l'ont proposé et qui ont réussi à le faire adopter. Et voici ce qu'on dit au paragraphe 7 de cette résolution. Je vous signale qu'on cite très souvent la Déclaration universelle des droits de l'homme de manière préambulaire, dans les préambules. On tient compte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Mais voici ce que les États africains ont rédigé pour la Déclaration 1514. C'est le paragraphe 7. Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente déclaration sur la base de l'égalité, de la non-ingérence, etc. Donc, pour ces États-là, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'était pas seulement un but commun à atteindre, mais une obligation, une déclaration obligatoire à imposer sur les États. Et je trouve que c'est un fait aussi qui est souvent oublié lorsqu'on pense parce que c'est vrai que les États africains étaient relativement absents dans la négociation, dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ils l'ont embrassée par la suite et ils voulaient qu'elle soit obligatoire et pas simplement quelque chose à proposer pour améliorer un peu le comportement des pays occidentaux. Je vous remercie. Merci, professeur Chabas. Je dirais que votre conclusion introduit très pertinemment notre prochain orateur, Marc Gambarazza. En effet, quand on pense que, je pense, une majorité de rédacteurs de la déclaration ne souhaitait pas vraiment, et je parle sous votre contrôle, lui donner une portée contraignante. Mais qu'en est-il désormais? Dans quelle mesure la déclaration universelle, qui n'était sur le plan juridique qu'un texte adopté dans le cadre d'une résolution de la GNU, comment un tel texte acquis une portée juridique obligatoire, tant dans l'ordre juridique international que dans les ordres juridiques internes?
peut-être M. Gambaradza va pouvoir nous éclairer sur ce point en nous parlant de la nature juridique de la Déclaration universelle. Juste pour présenter, M. Gambaradza est juge au tribunal judiciaire de Rodez. Il est docteur en droit de l'université Paris II, avec une thèse sur le statut de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une aventure juridique, thèse qui a été publiée aux éditions Pennon en 2016. Monsieur Gambaradza, le micro est à vous. René Cassin avait souligné en 1951 que la déclaration de 1948 n'a pas tardé à manifester son potentiel sur le plan international et son influence politique sur les constitutions et les législations nationales. Sa lecture était loin d'être évidente quelques années seulement après son adoption. Nous verrons dans un premier temps que la nature juridique de la DUDH a suscité lors de son adoption des espoirs et des craintes. Nous aborderons ensuite son statut juridique international actuel à travers la doctrine des publicistes et les décisions des juridictions internationales. Et dans un troisième temps, nous verrons qu'à la faveur de plusieurs dynamiques régionales, son statut juridique continue d'évoluer dans les ordres internes. En ce qui concerne tout d'abord sa nature juridique, lors des débats qui ont précédé son adoption, elle a été considérée pour beaucoup comme étant une déclaration qui ne comporte pas d'obligation. Les représentants des États anglo-saxons ont soutenu qu'elle est uniquement un idéal commun, sans force obligatoire. Les délégations soviétiques ont soutenu qu'elle n'était pas contraignante, car elle ne définit pas les moyens économiques et sociaux permettant la réalisation des droits. Il convient néanmoins de souligner que la Déclaration universelle ayant été adoptée à la troisième commission par 29 votes en faveur et 7 abstentions, et à l'Assemblée générale par 48 votes en faveur et 8 abstentions, a acquis la force juridique d'une résolution adoptée sans opposition. Comme l'a souligné Antonio Cassese, l'adoption par consensus reflète la conviction générale que les dispositions ont un statut juridiquement contraignant. Plusieurs éléments permettent également de considérer que la DUDH peut être l'interprétation autorisée de la Charte des Nations Unies, lui conférant, suivant cette logique, une nature juridique similaire. En premier lieu, l'article 29 de la DUDH, selon lequel ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies, fait, selon René Cassin, une référence claire et même extensive à l'engagement juridique des États membres contenu dans l'article 56 du pacte. En second lieu, la DUDH apparaît comme étant l'énoncé des droits de l'homme auquel la Charte fait référence à 7 reprises, sans les définir. Les rédacteurs de la Charte ayant envisagé d'y intégrer une déclaration de droits qui n'a pas pu l'être, par crainte que sa rédaction retarde l'adoption de la Charte. Des projets de juridiction internationale chargés de faire appliquer les droits énoncés par la DUDH avaient même été envisagés par l'Australie et par la France. Un nouveau projet de juridiction internationale, rédigé par un comité coprésidé par Mary Robinson et Paolo Sergio Pinheiro, a été publié en 2010. Dans un second temps, nous allons aborder le statut juridique international de la Déclaration universelle, qui découle, selon l'article 38 de la CIJ, notamment de la doctrine des publicistes les plus qualifiés et des décisions judiciaires. Le statut juridique contraignant de la DUDH a été reconnu par la plupart des publicistes. Certains auteurs, Juan Antonio Carrillo Salcedo, Antoine Fabre, Rona Smith, William Chabas, parmi d'autres, ont considéré que la DUDH énonce des principes généraux de droit. John Humphrey, Alexandre Keith, Louis Son, Bruno Sima, Philippe Alston ont considéré qu'elle fait aujourd'hui partie du droit coutumier international. D'autres, comme Emmanuel Decaux, ont estimé qu'elle est en voie d'acquérir la valeur juridique d'une norme de ius cogens. En ce qui concerne les décisions des organes judiciaires et quasi-judiciaires, le Comité des droits de l'homme lui a conféré, dans son observation générale numéro 26, adoptée en 1997, un statut spécifique au sein de la Charte internationale des droits de l'homme. La Cour internationale de justice s'est-elle référée dans ses motifs à la DUDH dans l'arrêt sur le personnel diplomatique et consulaire du 24 mai 1980, en mentionnant l'obligation par les États de respecter les droits fondamentaux énoncés par la Déclaration universelle. Plus récemment, la Cour s'est référée dans l'arrêt rendu le 20 juillet 2012 sur les questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader à la DUDH pour relever que l'interdiction de la torture a acquis le caractère d'une norme de ius cogens. Enfin, dans l'arrêt du 4 février 2021, concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la CIJ s'est appuyée sur la DUDH
pour déterminer le champ d'application de la Convention et en conclure qu'elle concerne le respect des droits de l'homme sans distinction aucune entre les bénéficiaires. La Cour pénale internationale s'est-elle référée dans de nombreuses décisions à la DEDH pour consacrer des principes généraux relatifs à la procédure, par exemple pour définir les conditions dans lesquelles les témoins peuvent être entendus, pour définir le droit à réparation, pour consacrer la notion de procès équitable et le droit à la présomption d'innocence. Dans des décisions plus récentes, la CPI s'est également référée à la DEDH pour préciser les éléments constitutifs des crimes pour lesquels elle est compétente. Par exemple, pour définir les actes de persécution dans une décision relative à la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête au Burundi du 25 octobre 2017, puis dans une autre décision relative à la confirmation des charges portées contre Al-Hassan et qui a été rendue le 13 novembre 2019. Également, la CPI s'est référée à la DEDH pour considérer que la violation du droit fondamental de fonder une famille de manière consensuelle peut être un élément constitutif du crime contre l'humanité dans ses décisions relatives à la confirmation des charges contre Dominique Ongwen du 23 mars 2016 et contre Al-Hassan du 13 novembre 2019. Dans un troisième temps, nous allons évoquer la réception de la Déclaration universelle dans les ordres internes, en suivant les dynamiques propres à 4 grands ensembles de systèmes de droit que René David a définis: les ordres juridiques de Common Law, d'Amérique centrale et du Sud, des États africains et de l'espace européen. Dans les ordres juridiques de Common Law, des décisions rendues par les plus hautes juridictions du Royaume-Uni, d'Irlande, des États-Unis, d'Australie, d'Inde et du Sri Lanka ont explicitement indiqué que la DEDH ne présente pas de caractère juridiquement contraignant. Pour autant, en considérant qu'elle reflète des normes du droit international coutumier, elles se sont référées à la Déclaration universelle pour interpréter des textes nationaux relatifs aux droits de l'homme. Par exemple, le 5 novembre 2020, la Cour suprême canadienne s'est référée à la DEDH dans la décision procureur général du Québec contre Québec Inc. pour établir que la protection contre le traitement ou peine cruelle et inusitée prévue par la Charte canadienne des droits et des libertés de 1982 n'était pas applicable à une personne morale. Au sein des ordres juridiques internes d'Amérique centrale et du Sud, les constitutions argentines de 1994, du Pérou de 1993, du Nicaragua de 1987 et la loi du Guatemala sur la Commission des droits de l'homme ont consacré explicitement sa portée juridique. Cette incorporation a résulté, comme me l'a souligné Marcelo Cohen lors d'un entretien, de la sensibilité particulière due au régime militaire qu'ont connu plusieurs pays, en particulier l'Argentine. Au sein des ordres juridiques africains, la dynamique d'incorporation repose principalement sur la légitimité acquise dans le cadre du processus d'indépendance, ce qui a conduit à ce que la quasi-totalité des constitutions y fassent référence. Certaines constitutions lui ont consacré une valeur contraignante. C'est le cas des constitutions du Sénégal de 2001, où le Conseil constitutionnel sénégalais l'a intégré au bloc de constitutionnalité, et des constitutions du Cameroun de 1972, de Djibouti de 1992 et la République du Congo de 2015. Enfin, au sein de l'espace européen, son incorporation a résulté principalement des références dans la Convention européenne et de la dynamique portée par la Cour européenne des droits de l'homme à travers l'arrêt Berami et Berami contre France et Saramati contre France, Allemagne et Norvège du 2 mai 2007. En France, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais appuyé sur la DEDH et le Conseil d'État a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle la DEDH n'est pas un traité applicable au titre de l'article 55 de la Constitution, et ce, dans plusieurs décisions rendues très récemment, la dernière étant une décision du 23 mai 2023 concernant des mesures s'appliquant aux personnes non vaccinées. Pour autant, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne, il apparaît aujourd'hui que les jurisprudences évoluent. En effet, comme l'a souligné Bertrand Louvel en 2018, la Cour de cassation considère désormais que les principes énoncés par la Déclaration universelle s'imposent dès lors qu'ils sont repris par la Convention européenne des droits de l'homme, qui, elle, s'inscrit dans l'ordre juridique interne. Ainsi, associée à la Convention européenne, la Cour de cassation s'est fondée sur la Déclaration universelle dans un arrêt du 26 mai 1998 de la Chambre commerciale, dans un arrêt du 25 mars 2021 de la deuxième Chambre civile pour rappeler les principes d'accessibilité du juge et de procès équitable, et dans un arrêt du 5 juillet 2023 de la première Chambre civile pour définir la prescription dans le crime d'esclavage. Le caractère contraignant des droits de la DEDH demeure rejeté, totalement ou partiellement dans certains ordres juridiques internes qui peuvent être qualifiés d'objecteurs persistants. C'est le cas lorsque le droit international n'est pas reconnu, comme dans les ordres juridiques dualistes ou dialectiques, lorsque les droits énoncés par la DEDH sont mis en concurrence avec d'autres sources de droit, comme le droit islamique,
lorsque le caractère obligatoire de la DIDH a été explicitement écarté, comme au Japon ou en Allemagne. Suivant la théorie développée par Jack Donnelly de l'universalité relative des droits de l'homme, ces objecteurs persistants ne constituent néanmoins qu'une déviation marginale du droit international. Elles ne remettent pas en question le statut de socle juridique obligatoire qui résulte des références à la déclaration de 1948 dans les instruments internationaux, les constitutions et législations, et sa reconnaissance par les publicistes et par les juridictions internationales, régionales et nationales. Merci. Merci beaucoup, merci pour cet exposé très clair, très précis, qui nous montre bien aussi les différences d'évolution, les pays de soft law, la France, depuis l'arrêt du Conseil d'État, élection de Nollet en 1951. Beaucoup de choses ont évolué, peut-être lentement, mais beaucoup de choses ont quand même évolué. Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame la professeure Frédérique Coulet. Madame Frédérique Coulet est professeure à l'Université Paris-Saclay. Elle est responsable du Master 2 Droits de l'homme et entreprise. Elle a récemment préfacé la réédition de l'ouvrage de Guy de la Charrière, La politique juridique extérieure, aux éditions Bruylant, 2023. Tout ça est très récent. Madame la professeure Coulet va nous montrer combien la Déclaration des droits de l'homme peut être considérée comme matrice de la Charte internationale des droits de l'homme. Madame la professeure. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier les institutions organisatrices de cet événement, donc l'Association française pour les Nations Unies et la Fondation Cassin, de leur invitation. Et je vais en effet donc essayer, dans les quelques minutes qui me sont imparties, d'évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme comme matrice de la Charte internationale des droits de l'homme. Alors, il m'a semblé que pour traiter ce sujet, il convenait tout d'abord de souligner la modernité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et son rôle dans le respect universel des droits de l'homme et dans le respect effectif des droits de l'homme. Cette mention figure dans le préambule de la Déclaration universelle, comme d'ailleurs dans la Charte des Nations Unies elle-même. L'universalité, l'effectivité des droits de l'homme étant des objectifs que les États doivent atteindre, mais dès l'origine, d'autres acteurs vont être impliqués et en particulier tous les peuples et toutes les nations sont visés, tous les individus et tous les organes de la société se voient également associés à cet objectif et nous verrons que cela a une certaine importance par la suite. Alors, je voudrais également rappeler les conditions d'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, non pas pour traiter véritablement ce sujet, puisqu'il l'a déjà été, mais pour souligner le chemin parcouru. Alors, le professeur Chabas évoquait à l'instant l'évolution de la société internationale et la bascule opérée avec l'émergence d'États nouveaux liés à la décolonisation. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été discutée dans une société internationale beaucoup plus confidentielle. Elle a été adoptée par 48 voix pour avec 8 abstentions. Et sans revenir sur ces détails, il est intéressant certainement de rappeler les arguments qui étaient soulevés par certains le jour du vote, qui montrent combien le statut de matrice de la Charte internationale des droits de l'homme n'allait pas nécessairement de soi. Le jour du vote, donc, eh bien, le représentant de l'Égypte qui vote en faveur de la déclaration souhaite voir mentionner au compte-rendu analytique que les restrictions apportées par le droit égyptien concernent le mariage interreligieux des femmes musulmanes ou bien le droit de changer de religion. Donc cette mention doit être faite selon lui. Le représentant de la Yougoslavie regrette quant à lui que les droits sociaux et les droits des minorités nationales ne soient pas protégés par la déclaration. Et l'URSS annonce quant à elle qu'elle votera contre, puis finalement s'abstient,
en affirmant que certaines des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont directement en contradiction avec celles de la Charte qui interdit une ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Alors on voit à travers ces déclarations, ce rappel des déclarations faites en 1948, le chemin qui a été parcouru. Et donc je voudrais rappeler quelques éléments qui permettent de mesurer l'importance normative de la Déclaration universelle des droits de l'homme et son rôle de matrice, en rappelant ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme en elle-même, comme socle d'instruments qui ont été amenés à la suivre, et puis également en montrant comment d'autres démarches ont pu s'inscrire dans cette lignée, alors même qu'on ne fait pas nécessairement le lien immédiatement entre la Déclaration universelle et ces instruments. Alors la Déclaration universelle des droits de l'homme en elle-même, tout d'abord, il faut rappeler les propos tenus au moment de son adoption. Elle est présentée par le président de séance dans les instants qui suivent l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies comme une aide, un guide, une inspiration pour des millions de personnes de toutes les parties du monde. Alors c'est dire si elle est dépourvue de caractère obligatoire et très clairement dépourvue de ce caractère dans l'esprit de tous, mais c'est bien parce qu'elle est dépourvue de caractère obligatoire qu'elle proclame des droits qui sont ainsi énoncés sans aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Telle est la mention du préambule et de l'alinéa 2 de l'article 2. Alors la précision est certainement importante si on la met en perspective, puisqu'à la même époque, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle, comporte une clause d'application territoriale et sans entrer dans les détails, eh bien, cette clause peut entraîner l'exclusion de certains territoires ou bien l'application à ces territoires de la Convention en prenant en considération les nécessités locales. Reste à savoir ce que sont ces nécessités locales. Alors l'accord qui se noue autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été acquis au terme de choix validés par une majorité d'États. Certains sujets ont été écartés ou reportés, la question des minorités nationales, le droit de pétition et la question d'un pacte relatif aux droits de l'homme et de mesures de mise en œuvre est renvoyée à plus tard. La chose est expressément mentionnée à ce moment-là. Il n'empêche que la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue le socle d'un édifice normatif qui a été construit et qui a été consolidé au fil du temps. Non seulement l'importance de la Déclaration, l'importance historique de la Déclaration n'a jamais été démentie, mais elle a acquis une place éminente en tant que composante de la Charte des droits de l'homme, avec bien évidemment le pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques et le pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, tous deux adoptés le 16 décembre 1966. Alors la place tout à fait particulière de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rappelée à Vienne en 1993. Elle est la source d'inspiration de l'Organisation des Nations Unies, l'assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur, en particulier les deux pactes donc. Alors on sait que le contexte historique et les positionnements idéologiques n'ont pas permis d'adopter un pacte unique en 1966, que deux instruments ont été conclus. Cette dualité pouvait être de nature à compromettre l'universalité des droits de l'homme, qui a malgré tout prévalu. Et
les deux pactes maintiennent cette unité de la protection internationale des droits de l'homme à travers une référence commune à la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, à travers la reconnaissance de leurs droits égaux et inaliénables, et à nouveau à travers ce rappel du respect universel et effectif des droits de l'homme. On est en présence incontestablement de ce que l'on appelle des traités à vocation universelle, traités à vocation universelle qui énoncent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, introduits sous l'influence des États nouveaux. Et ces deux instruments vont constituer des pièces maîtresses dans l'édifice onusien, mais il n'est pas indifférent de le souligner, en particulier lorsqu'on évoque la Déclaration universelle. L'universalité de ces instruments a été acquise, et c'est vrai également d'un certain nombre d'instruments de protection des droits de l'homme qui vont suivre, grâce à une moins grande exigence à l'égard de certains États parties, grâce à la possibilité de formuler des réserves. Et sur ce terrain, il y aurait naturellement beaucoup à dire. Alors cet édifice est naturellement apporté au crédit du mouvement initié dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais je voudrais également vous convaincre de ce que, dans le prolongement de la Déclaration, des démarches ont pu être initiées aux Nations Unies qui s'inspirent d'une certaine manière de cet esprit de 1948. Alors, on trouve des prolongements de cette démarche de 1948 avec un certain nombre d'instruments soft qui vont s'adresser à tous les États membres des Nations Unies et même vont aller au-delà. Et on va également trouver d'autres instruments qui s'adressent à de nouveaux acteurs que l'on va chercher à impliquer dans la protection internationale des droits de l'homme. Alors tout d'abord, pour ce qui est de la démarche soft, qui s'adresse à tous les États membres des Nations Unies, il y a eu d'autres déclarations importantes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. On peut citer comme exemple la déclaration sur le droit au développement de 1986 ou bien la déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007. Mais on peut penser également à d'autres instruments comme ceux qui ont été mobilisés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement ou des objectifs du développement durable, qui répondent à une approche qui est une approche programmatoire, par étapes, avec une logique de résultats et de finalité qui est orientée vers des préoccupations d'universalité. Alors ces objectifs concernent au premier chef les États, mais pas seulement. Ils s'adressent également à toute une diversité d'acteurs, ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler des parties prenantes. Alors, parmi les défis à relever à l'époque actuelle dans le domaine de la protection internationale des droits de l'homme, il y a celui qui consiste à toucher de nouveaux acteurs. Et je voudrais, pour terminer, évoquer le cas des entreprises. Alors, sans insister sur un instrument qui a joué un rôle, qui est le pacte mondial, mais qui me semble refléter un esprit RSE plutôt qu'un esprit de protection des droits de l'homme. On peut évoquer les principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme et les entreprises qui ont été adoptés en 2011. Il me semble beaucoup plus intéressant dans la mesure où ils viennent préciser les rôles respectifs des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des instruments de protection des droits de l'homme, les États et les entreprises notamment. Ils viennent préciser le cadre de référence protégé, respecté et réparé. Ils ont été prolongés par un certain nombre d'autres instruments, dont les plans nationaux d'action, y compris le plan national d'action adopté par la France en 2017. Et ils constituent certainement une étape qui explique ce à quoi nous sommes aujourd'hui arrivés, à savoir la négociation en cours d'un traité de protection des droits de l'homme sur les droits de l'homme et les entreprises. Je vous remercie.
Nous avons aussi un autre spécialiste des questions droits de l'homme et entreprise, mon voisin, qui nous en parlera peut-être dans son intervention. Mais pour l'instant, nous allons appeler M. Setonji Roland Adjovi. M. Adjovi est doctorant à l'Université de Sherbrooke et de 2014 à 2020, il a été membre du groupe de travail sur la détention arbitraire et président rapporteur de ce groupe qui traite de questions particulièrement sensibles et délicates. Dans ce cadre, mais pas uniquement, M. Adjovi a pu interagir avec différents organes des Nations Unies. Il a pu apprécier comment leurs actions s'inscrivent au regard du principe de l'universalité des droits de l'homme inscrit dans la DUDH. Monsieur le professeur, la parole est à vous pour nous dire comment vous voyez la Déclaration universelle dans la pratique des organes des Nations Unies. Bonjour tout le monde. C'est toujours compliqué de prendre la parole devant ceux qui ont été ses enseignants et quand on tient beaucoup à eux, on a beaucoup de respect pour eux et j'en ai beaucoup ici qui m'ont enseigné et pour ceux qui regardent en ligne aussi, mais je ferai l'effort de ne pas me laisser perturber et je dirai ce que je pense comme j'ai toujours essayé. Le groupe de travail a été mis en place par la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme a pris la relève et a renouvelé le mandat du groupe de travail. J'ai eu l'honneur d'avoir été élu avec l'aide de certains de ses professeurs pour être membre de ce groupe de travail. Et ce que je voudrais dire ici, c'est comment la déclaration participe au travail du groupe de travail. Et je veux insister particulièrement sur les avis, les décisions que le groupe de travail rend, qui ont une nature quasi juridictionnelle. Parce qu'il y a une partie du travail qui est classique, plutôt diplomatique, qui n'est pas de nature quasi juridictionnelle. Mais dans le cadre des avis, le groupe de travail reçoit une plainte des individus et va rendre une décision contre un État spécifique et donc va faire un raisonnement juridique appliqué aux faits pour essayer de déterminer s'il y a eu violation ou pas. Une précision sémantique, quand on parle de détention arbitraire, ne voyez pas que la détention dans le cadre du système judiciaire. En fait, on parle de privation de liberté, donc on parle de tout ce qui est privation de liberté contre la volonté de l'individu. Donc on regarde aussi le cadre hospitalier, les personnes souffrant de maladies mentales qui peuvent être recluses, y compris dans le cadre privé, contre leur volonté. Et en introduction, quand le groupe de travail est créé, la Commission puis le Conseil met clairement la déclaration au cœur du travail du groupe de travail, puisque c'est la déclaration qui est l'instrument spécifiquement nommé dans le mandat du groupe de travail, et on fait référence aux autres normes internationales. Et les autres normes internationales, ce sera essentiellement le Pacte international des droits civils et politiques. Et ce rappel permet de comprendre la structuration de ce que je vais vous présenter et on verra dans un premier temps. Vous m'excuserez, j'ai étudié en France, j'ai été colonisé par les Français, mais je ne fais plus de plan en deux parties. Donc, je verrai dans un premier temps comment la déclaration est au cœur du travail du groupe de travail, comme le fond commun universel, comme le principe de base que tout le monde partage. Ensuite, je vais montrer comment la déclaration est complémentaire aux autres instruments et que le groupe de travail va nommer la déclaration sans insister parce qu'il y a des instruments conventionnels et donc le groupe de travail va insister sur les instruments conventionnels. Et au troisième temps, il y a un cas exceptionnel qui est unique parce qu'il y a une seule décision qui en parle où on a utilisé la déclaration pour contester la réserve de l'État sur le pacte. Et j'expliquerai comment le groupe de travail a fait cette analyse. Donc, dans un premier temps, la déclaration comme l'instrument de base, l'instrument universel, le principe commun à tous les États. Tous les États n'ont pas ratifié les mêmes normes internationales. Donc,
les États qui n'ont pas ratifié le pacte, le groupe de travail va faire l'effort de ne faire référence qu'à la déclaration dans les décisions les concernant. Et je vais citer quelques-uns de ces États. Bon, la Chine, évidemment, il y a à peu près une centaine de décisions concernant la Chine, mais je vais citer le Comore, où le groupe de travail, dans une décision récente de 2021, va spécifiquement, d'une part, dire que les Comores n'ont pas ratifié le pacte, donc il ne peut pas faire référence au pacte pour analyser le cas qui lui est présenté, et va se tourner vers la déclaration en considérant la déclaration comme la base normative de ses conclusions en matière de détention arbitraire. Et donc, le groupe de travail va conclure sur la base de la déclaration qu'il y a eu violation. C'est le paragraphe 95 de la décision concernant les Comores. Il y a eu plusieurs décisions, dont l'une où le groupe de travail fait une erreur et que je découvre en préparant ma conférence en disant que les Comores ont ratifié le pacte. Les Comores n'ont jamais ratifié le pacte, c'est une erreur. Donc, même dans cette décision où elle fait l'erreur, elle ne renvoie pas au pacte. Elle ne renvoie qu'à la déclaration, ce qui veut bien dire qu'elle considère que c'est la déclaration universelle qui est la base pour tenir les Comores comme responsables. Cuba aussi n'a pas ratifié le pacte, et donc toutes les décisions concernant Cuba, il y en a une cinquantaine, le groupe de travail va construire son analyse autour de la Déclaration universelle. C'est notamment l'avis 63 de 2021, où le groupe de travail va analyser comment la détention, la brimade dont souffre l'auteur qui est un politicien, un essayiste, correspond à ce que la déclaration prohibait, et donc dire qu'il y a eu violation de ses droits. Ensuite, un dernier cas, Nauru qui n'a pas ratifié le pacte non plus, mais c'est une affaire qui concerne l'Australie et Nauru en matière d'immigration, parce que l'Australie décentralise sa détention des migrants, et Nauru est l'un des territoires sur lesquels l'Australie détient les migrants. Donc, la plainte qui est arrivée au groupe de travail tenait les deux États pour responsables dans la procédure. Et là, c'est intéressant, le groupe de travail va faire une analyse sur la responsabilité de l'Australie et va utiliser le pacte clairement, mais quand il va passer à Nauru, il va s'efforcer de ne pas faire référence au pacte, mais faire référence à la Déclaration universelle uniquement et montrer comment le comportement de Nauru viole la Déclaration universelle. Dans toute cette décision, vous verrez que le groupe de travail, même s'il se limite à un renvoi à la Déclaration universelle, intègre toute sa jurisprudence sans faire de distinction entre les décisions qui concernaient exclusivement la Déclaration universelle et les décisions qui concernent le pacte. Autrement dit, si vous lisez les décisions que j'ai citées, vous verrez des renvois à des décisions qui appliquent le pacte. Parce que pour le groupe de travail, le pacte et la déclaration ont le même contenu normatif. Formulé différemment, mais c'est le même contenu normatif. Et notamment, dans l'affaire concernant Cuba, le groupe de travail va faire référence à sa jurisprudence sur le flagrant délit. Or, le flagrant délit a été défini par le groupe de travail sur la base du pacte, pas sur la base de la déclaration, et elle va renvoyer à une décision concernant un État qui a ratifié le pacte, et donc une mise en œuvre indirecte du pacte concernant un État qui n'est pas partie au pacte et en renvoyant exclusivement à la Déclaration universelle. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est toutes les décisions du groupe de travail où, en réalité, on renvoie aussi bien à la Déclaration universelle qu'au pacte. D'ailleurs, si vous regardez la définition des 5 types de détention arbitraire que connaît le groupe de travail, il y en a 2 où la mention de la déclaration et du pacte est spécifique. Donc, toutes les décisions que vous allez voir sur les pays qui ont ratifié le pacte, le groupe de travail va faire une référence concomitante à la déclaration, au pacte, tout le long de son analyse. Comme c'est du simple, je ne vais pas citer des exemples. Et j'en arrive à la troisième partie,
qui est le cas particulier où on a utilisé la déclaration pour contester la validité d'une réserve. C'était la Mauritanie, et la Mauritanie dit le crime d'apostasie est conforme au droit international des droits de l'homme parce que nous avons fait une réserve au Pacte international des droits civils et politiques qui dit que la charia va primer. On s'engage dans le pacte sous la réserve de la charia qui est notre norme constitutionnelle, notre norme centrale. Et le groupe de travail dit, est-ce qu'on doit s'en tenir à cette réserve? Et le groupe de travail explique qu'en réalité, le comité des droits de l'homme avait déjà quelque peu rejeté la réserve, mais qu'en plus, à son avis, le contenu du pacte est identique à la Déclaration universelle des droits de l'homme et que la réserve, si elle marche contre le pacte, si elle devait marcher contre le pacte, ne marcherait pas contre la Déclaration universelle. Et donc, même si on acceptait la réserve de la Mauritanie, on pouvait appliquer la déclaration et donc contourner cette réserve pour dire « votre réserve n'a pas de pertinence ». Il faut préciser que le groupe de travail a utilisé plusieurs instruments. Donc, non seulement la Déclaration universelle, elle a utilisé aussi la Charte africaine des droits de l'homme en disant « vous n'avez pas fait non plus cette réserve à la Charte africaine des droits de l'homme qui ne permet pas les réserves, donc votre réserve manque de pertinence pour traiter l'affaire qui était devant le groupe de travail. » Donc, vous voyez comment, dans ces trois situations, le groupe de travail a utilisé la Déclaration universelle conformément au mandat qui lui avait été donné. Le groupe de travail a un recours très flexible aux instruments, puisque le mandat dit « vous appliquez la Déclaration universelle des droits de l'homme et vous appliquez toutes les normes internationales pertinentes pour l'État ». Donc, le groupe de travail va regarder si l'État en cause a ratifié des instruments qui sont pertinents. Donc, le groupe de travail fera référence à la Charte africaine, à la Convention interaméricaine, y compris la Convention arabe des droits de l'homme. Cette flexibilité peut parfois poser des problèmes et on a tout un débat sur la validité, la valeur juridique des décisions du groupe de travail, mais ce sera pour une autre fois et je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très clair, très précis. C'est vraiment la pratique des groupes de travail qu'on connaît trop mal, finalement, dans le cadre des Nations Unies. Je vous propose, pour compléter, peut-être simplement, je dirais, être encore plus informé sur ce que fait le groupe de travail sur les détentions arbitraires, de consulter le site, en fait, de l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, où il y aura des cas que vous avez évoqués avec beaucoup de pertinence et de manière très claire et très structurée. Maintenant, je vais laisser la parole au professeur Humberto Cantu Rivera, qui me pardonne pour la prononciation à nouveau. Il est professeur à l'Université de Monterrey et directeur de l'Institut Droits de l'Homme et Entreprise. Il est aussi docteur en droit de doctorat de l'Université Panthéon-Assas Paris II. Et il vient d'éditer tout récemment un commentaire collectif intitulé « La Déclaration universelle des droits de l'homme », un commentaire aux éditions Brill. Professeur, c'est à vous. Vous allez nous parler de l'actualité de la Déclaration universelle. Merci Madame la Présidente, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je voudrais commencer cette intervention en remerciant le professeur Manuel Decaux, ainsi que l'Association française pour les Nations Unies, la Fondation René Cassin et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour l'invitation à participer dans ces colloques. C'est un grand honneur pour moi de prendre part dans cette commémoration d'un document fondateur de l'une des branches du droit international qui a eu un profond impact sur la position des individus dans un domaine essentiellement interétatique. Les organisateurs m'ont demandé d'intervenir sur l'actualité de la déclaration à 75 ans de distance, ce qui me permet de réfléchir à la fois sur le processus de son adoption que sur le chemin parcouru depuis le 10 décembre 1948 jusqu'à 2023.
Commençons alors sur la négociation de cet instrument. On connaît très bien l'histoire et la place de figures telles que Eleanor Roosevelt, René Cassin, Charles Malik ou même John Humphrey dans le processus de rédaction de cet instrument onusien. Les habiletés diplomatiques, la connaissance thématique et la possibilité de donner une structure plus claire et rationnelle, ou même la capacité de diriger les travaux du troisième comité et de l'Assemblée générale siégeant en plénière pour assurer le progrès dans les discussions, sont des traits qui ont été largement abordés par les juristes et les historiens qui ont étudié en détail la négociation de la déclaration, y compris par ceux dans ce panel. Or, et je me permets ici d'utiliser mon chapeau en tant que latino-américain, il faut se plonger dans les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour retrouver une histoire plus variée et véritablement plus universelle, qui montre des contributions en provenance de différents continents. Par exemple, le rôle moteur des États latino-américains, inspirés par la Déclaration de Bogota de 1948, ou les apports de la Chine, de la Yougoslavie ou de l'Union soviétique, sans parler de représentants de l'Afrique du Sud, montrent un autre visage du processus de négociation de la Déclaration universelle. Je voudrais ici utiliser un exemple qui m'est très proche. Le 12 octobre 1948, les projets de déclaration étant déjà devant le troisième comité de l'Assemblée générale, a vu la parution de ce qui était appelé l'amendement mexicain. Il s'agissait d'une notion très simple, en provenance de la figure juridique de l'amparo mexicain, qui était déjà très connu en Amérique latine, mais absent du projet de déclaration. Que toute personne avait le droit à un recours juridique effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux reconnus par la Constitution ou par la loi. La Commission des droits de l'homme, dans ses projets précédents de ce qui était appelé encore la Déclaration internationale, n'avait pas considéré cette question, se concentrant plutôt sur le principe de l'égalité, sur l'accès à la justice lato sensu, ou sur les aspects du due process of law. Mais cette proposition de l'ambassadeur Pablo Campos Ortiz au Palais de Chaillot a fait écho parmi les latino-américains, avec le soutien immédiat de Cuba, du Chili, de Venezuela, de l'Uruguay, de la Colombie et du Brésil, ainsi que d'autres délégations comme l'Union soviétique, la Grèce, le Royaume-Uni, l'Égypte et l'Australie, qui ont immédiatement soutenu son inclusion dans la déclaration, instituant ainsi le droit à un recours effectif. Seules la Yougoslavie et la France ont exprimé des doutes concernant cet article, avec le professeur Cassin disant que la place la plus appropriée pour ces nouveaux droits serait dans le pacte et pas dans la déclaration. Toutefois, dans ses écrits quelques années plus tard, après l'adoption de la déclaration, il a reconnu l'importance de cette contribution latino-américaine qui est la base d'une architecture juridique internationale sur laquelle je dirai quelques mots après. Finalement, dans cette partie, je voudrais évoquer un autre aspect qui n'est pas peut-être très connu. 6 articles de la déclaration n'ont pas été adoptés de manière unanime, parmi lesquels on retrouve l'article 1 sur l'égalité et la dignité, l'article 2, paragraphe 2, sur la prohibition de la discrimination à l'égard des nationaux en provenance de territoires non autonomes, comme on a déjà entendu tout à l'heure, l'article 13 sur la liberté de circulation et de résidence, l'article 18 sur la liberté religieuse, l'article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression, l'article 26 sur le droit à l'éducation et l'article 28 sur le droit à un ordre social et international. L'on retrouve évidemment plusieurs libertés fondamentales parmi les articles qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus, ce qui montre comment, jusqu'à la dernière minute de la négociation, son contenu était fortement disputé. Mais je dois maintenant réfléchir un peu sur l'actualité de la Déclaration universelle. Et je voudrais souligner 3 questions. D'abord, le rôle d'orientation de la Déclaration pour une société particulièrement différente à celle de 1948. En deuxième place, la Déclaration en tant que source d'inspiration pour les négociations des nouveaux projets d'instruments juridiques au niveau international. Et finalement, la Déclaration comme point de départ pour la construction d'une architecture juridique internationale en matière d'accès au recours.
Le premier point me permet de faire référence au mot du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, M. Volker Turk, qui la semaine dernière, à Genève, dans le Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, a évoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certes, depuis la fameuse référence de Louis Henkin sur l'applicabilité de la déclaration à tous les organes de la société, on ne cesse pas de dire que l'on retrouve les ONG, les entreprises parmi d'autres, qui doivent connaître, respecter et faire respecter les droits énoncés dans la déclaration. Mais cela nous amène aussi à considérer que la déclaration continue à être une figure qui permet d'orienter et d'éduquer la société moderne sur des principes et valeurs fondamentaux pour l'humanité, même devant les défis. Des défis qui n'étaient pas prévisibles en 1948, comme ceux posés par l'intelligence artificielle, créative ou par les attentes à la liberté d'expression dans les réseaux sociaux, par le travail forcé, voire l'esclavage moderne dans les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, ou par les changements climatiques. Le rôle de la DUDH en 2023 est d'être une sorte de boussole permettant à tous les organes de la société de revenir sur des principes fondateurs pour la coexistence pacifique des peuples et pour garantir la protection la plus simple de la personne humaine. C'est ainsi que, parmi d'autres, l'article 29 garde toute son influence et toute son actualité. En deuxième lieu, étudier les travaux préparatoires de la déclaration devrait permettre aux différents acteurs engagés dans les négociations de nouvelles déclarations ou traités de trouver une source d'inspiration dans le multilatéralisme et de croire à l'intérêt commun de l'humanité de développer des instruments déclaratifs ou conventionnels pour établir des principes ou des obligations juridiques. Certainement, il y aura toujours des considérations juridiques et géopolitiques à tenir en compte, mais plusieurs négociations en cours, comme les projets de convention sur la réglementation des activités des sociétés transnationales en matière de droits de l'homme ou sur les entreprises militaires et de sécurité privée, ou même les traités sur la pollution par le plastique, montrent, à mon avis, l'abandon de certains principes qui étaient présents pendant la négociation de la Déclaration universelle. En ce sens, la DUDH peut être une véritable source d'inspiration permettant de dépasser les considérations géopolitiques ou régionales pour insister sur le respect et la garantie des droits de l'homme, y compris face aux nouveaux défis mondiaux. Mais surtout, la déclaration, à 75 ans de distance, a été la plateforme sur laquelle un édifice international de protection des droits de l'homme s'est construit. L'une des préoccupations de la Commission nucléaire des droits de l'homme était d'avoir des mesures de mise en œuvre pour protéger les droits de l'homme à niveau mondial. Nous connaissons très bien aussi la proposition australienne de créer une Cour mondiale des droits de l'homme en 1947 et les efforts qui ont été pris il y a 15 ans pour développer un statut à cet égard. Mais si nous regardons vers l'horizon, il est clair que la déclaration était le moteur qui a permis plusieurs institutions de développer des voies de recours pour assurer la protection et la garantie des droits. Au-delà des 3 cours régionales en Europe, aux Amériques et en Afrique, le système onusien, dont on vient de goûter tout à l'heure, a développé différents niveaux de protection ainsi que des procédures, des contrôles ou des suivis qui témoignent de l'intérêt des États d'assurer l'existence d'un recours effectif pour les personnes dont leurs droits ont été violés par l'action ou l'omission des États. C'est à travers ces mécanismes régionaux ou internationaux que la DUDH continue à être d'actualité, étant une base déclarative qui a réussi à faire des échos dans des instruments conventionnels et qui a permis de contribuer à la réalisation des aspirations de la Commission des droits de l'homme en 1946. Je voudrais finir cette intervention en évoquant les mots de Mme Roosevelt, qui a écrit en 1948, quelques mois avant l'adoption de la DUDH, ce qui suit. Nous avons formulé certains droits inhérents. Au-delà, nous avons constaté que les conditions de notre monde contemporain exigent l'énumération de certaines protections dont l'individu doit bénéficier s'il veut acquérir un sentiment de sécurité et de dignité dans sa propre personne. L'effet de cette démarche est franchement éducatif. En effet, j'aime à penser que la déclaration contribuera très largement à l'éducation des peuples du monde. Fin de citation. Ces mots et ces défis restent actuels. Et nous devons continuer à utiliser la déclaration comme une source d'inspiration pour la protection de la personne humaine face aux défis de la société contemporaine. Je vous remercie.
Merci, professeur. Merci pour nous avoir donné cette perspective régionale dans la perception de la DUDH. Merci aussi de nous avoir parlé de l'actualité des problématiques droits de l'homme. Et avec vous, nous allons conclure ce premier tour de discussion entre nos intervenants, qui n'a pas encore eu lieu d'ailleurs, mais maintenant nous entamons la période de discussion avec la salle. Donc si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas peut-être à lever la main et puis à poser directement votre question. Il y aura des micros présents dans la salle, il y a des personnes, et je les remercie, qui vont nous aider avec les problèmes de micro. Quelqu'un va-t-il briser la glace, comme l'on dit? Monsieur l'ambassadeur. Dans les 8 pays qui sont abstenus en 1948, il y a la Russie. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qu'il y a 7 autres? Voilà, ça nous intéresserait de savoir. Et peut-être une question pour Monsieur Adjovi. Peut-être nous parler un petit peu de la Charte africaine des droits de l'homme. Quand est-ce qu'elle a été adoptée et quelle référence elle fait à la DUDH? Et aussi, vous avez parlé de la résolution de l'Assemblée générale 1514 des 17 pays africains qui adhèrent aux Nations Unies et qui adhèrent à la fois à la Charte et à la DUDH. Mais est-ce que cette 1514, elle est valable pour donc elle a été votée par tout le monde, donc elle s'applique à tout le monde, pas seulement aux pays africains, j'imagine, bien sûr. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire par là qu'elle s'applique aussi à la Chine? Quand la résolution 1514 est adoptée et qu'elle valide l'adhésion à la DUDH, est-ce que ça s'applique également à la Chine? Voilà mes deux questions. Au sujet des abstentions, oui, il y en avait 8, mais il y a 2 autres États qui n'étaient pas présents, et je ne me rappelle pas lesquels, mais 2 États qui n'étaient pas présents pour le vote. Des 8, l'Union soviétique et ses 5 pays alliés, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne, Biélorussie et Ukraine. Oui, voilà, les 6. Et leur motivation, ils n'étaient pas contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils voulaient qu'il soit meilleur. Et puis ils avaient proposé certaines choses, y compris par exemple un texte sur le droit des minorités. Les 2 autres, c'était l'Arabie saoudite, qui n'a pas donné de motivation. Mais John Humphrey avait écrit que, selon lui, ils ont voté contre parce qu'ils étaient contre l'idée le droit de changer de religion. Et l'Afrique du Sud. Dois-je expliquer pourquoi l'Afrique du Sud ne pouvait pas avaler la Déclaration universelle des droits de l'homme? Et puis une autre abstention, pas dans le vote le 10 décembre, mais 3 jours auparavant, dans la 3e commission, lorsqu'on a voté le dernier projet dans la 3e commission, et c'était celle du Canada. Bizarre, complètement bizarre, et il y a un quart de siècle, pour la commémoration du 50e anniversaire, j'étais prof d'université à Montréal, je suis allé aux archives canadiennes afin de comprendre pourquoi le chef de délégation, Lester B. Pearson, qui par la suite a gagné le prix Nobel de la paix, Pearson avait dit, écoutez, on ne pouvait pas voter pour parce qu'on ne voulait pas lier nos provinces qui ont leur autonomie au sein du régime constitutionnel, ce qui était manifestement faux, parce que tout le monde savait que la déclaration ne liait personne. Donc, ce n'était pas une déclaration obligatoire de toute façon. Et ce que j'ai découvert dans les procès-verbaux du Conseil des ministres, c'est qu'il y avait des ministres qui étaient opposés à la liberté d'expression, parce qu'ils croyaient que la liberté d'expression serait invoquée par les communistes au sein des mouvements syndicaux. Et ils étaient contre la liberté de religion, parce que ce serait quelque chose qui serait exploité par les témoins de Jéhovah. Et alors, vous pouvez lire sur le site web du ministère des Affaires étrangères du Canada que le Canada a joué un rôle central dans l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais à part la contribution de John Humphrey, qui était d'ailleurs qui travaille pour les Nations Unies, il ne travaille pas pour le Canada, la contribution canadienne est assez insignifiante. Merci. Merci, professeur.
professeur. Monsieur Adjovi. Sur la charte africaine qui a été adoptée en 1981, c'est l'instrument régional central pour les pays africains. Tous les pays africains en sont partis, même les plus récents. La charte a quelque chose de particulier, c'est qu'elle intègre l'ensemble du système normatif international. Il y a une référence à l'ensemble des instruments internationaux qui existent avant la charte, mais qui sont nés aussi après, puisque le droit applicable dans le cadre de la charte, c'est l'ensemble des normes, y compris au niveau des Nations Unies. Je ne me rappelle pas s'il y a une référence spécifique à la Déclaration universelle, mais je ne serais pas étonné, et elle fait partie des normes que les institutions africaines vont appliquer. Deux institutions en particulier, la Commission africaine des droits de l'homme, qui est créée par la charte, et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est née plus tard avec le protocole de Ouagadougou. Dans une procédure que j'ai conduite devant la Cour, on a fait référence aussi bien à la Déclaration universelle qu'au Pacte international des droits civils et politiques, j'en parlais tout à l'heure, sur les candidatures individuelles aux élections. Parce qu'il y a des pays qui interdisent les candidats individuels ou posent des conditions à des candidatures individuelles en exigeant une affiliation à un parti politique. Dans ce qu'on a soumis à la Cour et dans la décision que la Cour va rendre, il y a des références à des instruments non africains qui permettent de comprendre la charte africaine parce que c'est le système qui est en place. Sur la question concernant la résolution 1514, je crois que c'était plutôt le professeur Chabas qui en avait parlé, mais une résolution lie tous ceux qui sont membres des Nations Unies si la résolution a une valeur obligatoire. En l'espèce, ce n'est pas, à mon avis, une résolution de nature obligatoire, mais le contenu ne lie pas que les États africains. Le contenu lie tout le monde, y compris la Chine. Et dans le cadre du groupe de travail, les décisions qui ont été rendues concernant la Chine renvoient exclusivement à la Déclaration universelle, à qui on donne force normative sans discussion tout le long, dans toutes les décisions concernant la Chine, y compris des déclarations nouvelles. Par exemple, il y a une affaire où on a fait référence à la déclaration, je crois bien, je ne fais plus trop confiance à ma mémoire, mais la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, on l'a utilisée aussi comme complétant la déclaration universelle. Donc, on utilise tous ces instruments-là quand on a affaire à des pays qui n'ont pas ratifié les normes conventionnelles. Merci. Merci beaucoup. Professeur Chabas, vous vouliez compléter? Non, ça va. Donc, je passe la parole à Monsieur Gambaradza. Oui, je voulais juste rajouter un élément. Professeur Chabas, vous avez indiqué tout à l'heure que l'Afrique du Sud s'était abstenue. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir l'un des motifs pour lesquels l'Afrique du Sud s'est abstenue, qui est la crainte de voir la Déclaration universelle avoir un statut juridique. Et j'avais pour cela la déclaration du délégué de l'Union sud-africaine du 10 décembre 1948 qui a dit « La déclaration, tout en n'ayant pas le caractère d'une convention internationale, n'en imposerait pas moins certaines obligations aux États membres si elle était acceptée par l'Assemblée, car on y verrait probablement une définition autorisée des droits et libertés essentiels dont parle la Charte sans les définir. » Voilà, je voulais ajouter ceci. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, madame, je vous en prie. Au premier rang. Oui, Claire Brisset, je suis vice-présidente de l'Association française pour les Nations Unies avec Emmanuel. C'est plus une remarque qu'une question. Quand on étudie ce texte, qui est un texte dont la portée n'est évidemment pas à souligner ici, on ne peut pas s'empêcher quand même d'y voir quelques absents ou absentes qui sont les droits des femmes et les droits des enfants. Et donc, quand on regarde sur le temps long, on se dit que ces lacunes ont été comblées ensuite, non pas par des déclarations, enfin si, il y a eu des déclarations, mais aussi par des conventions. Et donc, ce que j'aurais peut-être voulu vous demander, c'est
si les auteurs étaient, c'est mon interprétation personnelle, un peu victimes du choc post-traumatique consécutif à la Deuxième Guerre mondiale, ou s'il y avait là quelque chose de trop subversif que d'accorder aux mineurs des droits égaux à ceux des adultes, et aussi aux femmes qui, pour beaucoup encore à l'époque, étaient elles aussi des mineurs, y compris par exemple dans le droit français. Professeur Chabas. Oui, mais je pense que les droits des femmes et les droits des enfants, c'est dans la Déclaration universelle. C'est peut-être pas exprimé comme il n'y a pas de disposition précise sur le droit des femmes, mais j'ai donné l'exemple il y a enfin plusieurs éléments qui ont été proposés d'ailleurs par la Commission sur le statut de la femme. Entre autres, il y a la modification à l'article 1er qui suivait à l'origine le texte de la Déclaration française. Tous les hommes naissent libres et égaux, et c'est tous les êtres humains. Une demande faite par la Commission du statut de la femme, et Madame Hansa Mehta dans la Commission des droits de l'homme. Il y a également l'égalité salariale, c'est l'article 23D, je crois. Enfin, il y a un certain nombre d'exemples, et je trouve que bien sûr, ce n'est pas comme la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui est compréhensive et qui a beaucoup d'éléments importants. Mais on ne peut pas dire que les femmes étaient oubliées ou n'étaient pas présentes. Je trouve que probablement, ça doit être le premier instrument international dans lequel des femmes comme mouvement féministe, ont participé activement. Et il ne faut pas oublier non plus que la Commission des droits de l'homme a été présidée par une femme la première fois, encore une fois, peut-être que quelqu'un connaît un autre exemple, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'une femme a présidé un organe international, que ce soit aux Nations Unies ou à la Société des Nations. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais je pense qu'on ne peut pas dire que les femmes sont absentes dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y a aussi une disposition sur les enfants. Voilà. La professeure va répondre. Merci beaucoup. Je voudrais un peu compléter la réponse qui vient d'être faite et peut-être la nuancer. Alors, naturellement, il faut prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme comme un instrument qui s'inscrit dans un contexte historique, géographique, etc. Et donc, le contexte ne peut pas être complètement ignoré, me semble-t-il, ce qui amène certainement votre question. Et dans les positions qui ont été prises par un certain nombre d'États en 1948, on trouve des interrogations qui vont réapparaître avec la Convention sur la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et puis avec la Convention sur les droits de l'enfant. Donc ces problématiques spécifiques aux femmes et aux enfants ne sont pas complètement stabilisées, à mon avis. Et puis quand même, quand on regarde de près la manière dont la Convention sur la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes a été ratifiée avec toutes les réserves qui l'accompagnent, je trouve qu'il est quand même un peu optimiste de dire que dès 1948, quand on parle des droits de l'homme, on parle des droits des femmes. Là, pour le coup, il y a une multitude, une très grande quantité de réserves qui apparaissent très problématiques au regard de l'objet et du but du traité. Et puis la négociation de la Convention sur les droits de l'enfant s'est accompagnée également de toute une série de discussions qui montrent bien qu'il y a un cheminement, me semble-t-il. Je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. À titre de compromis, disons qu'il y a eu des germes qui ont été posés et qu'elles ont germé, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ces domaines. D'autres questions ? Professeur Decaux. Oui, merci.
Pour revenir à cette notion de socle juridique et l'espèce d'empilement juridique aussi d'instruments, j'aimerais poser une question à tous les panélistes. Si on regarde 75 ans, on peut considérer la déclaration en elle-même, et c'est ce qu'a fait Roland Adjovi. J'ajoute qu'il y a une autre procédure qui malheureusement est très peu connue, c'est la procédure confidentielle créée par l'ECOSOC en 1970, la 1503, qui a été renouvelée lors de la réforme créant le Conseil, qui était confiée auparavant à la sous-commission des droits de l'homme avec un groupe de travail des communications et qui est maintenant confiée à un groupe de travail du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Mais ce qui est très intéressant, sans entrer dans le détail de la procédure confidentielle, pour ne pas trahir cette confidentialité, c'est que la seule base des communications que reçoit le groupe de travail, c'est la Déclaration universelle. Et les dossiers sont classés par ordre d'article de la Déclaration universelle. Et j'étais membre du comité, nous n'avions comme repère uniquement la Déclaration universelle, et tous les membres du groupe de travail jouaient le jeu et étaient rapporteurs sur tel ou tel cluster comportant des articles. Donc c'est quelque chose qui continue à fonctionner avec des plaintes fondées sur la Déclaration universelle et seulement elle. Alors, ça, on pourrait dire que c'est la première étape, et l'ancienneté du groupe de travail sur la détention arbitraire reflète aussi cette ancienneté, cette antériorité, avant qu'il y ait une sorte de cristallisation. La deuxième étape, et je me retourne vers Frédéric Coulet notamment, c'est cette notion de charte internationale des droits de l'homme qui a été mise en avant par le Comité des droits de l'homme dans ses observations générales, pour justement faire une sorte de bloc en mélangeant des choses très très différentes et en essayant d'inscrire le caractère irréversible, l'impossibilité de revenir en arrière, et ça a été appliqué aussitôt au retrait qu'avait tenté de faire la Corée du Nord dans une situation que connaît bien l'ambassadrice Lorrain. Alors, est-ce que cette notion, c'est une invention du comité? Est-ce que ça a une vraie valeur juridique? Parce que c'est mélanger beaucoup de choses. En même temps, dans le langage des Nations Unies, on parle d'une charte internationale des droits de l'homme, International Bill of Human Rights, pour ne pas confondre avec la charte des Nations Unies, Charter. Est-ce que ça a une consistance? Jusqu'où on va? Puisque le programme de travail initial, c'était une phase déclaratoire, une phase conventionnelle avec un pacte, 2 pactes, et puis une phase juridictionnelle avec des garanties. Est-ce que les garanties font partie de la charte? Autrement dit, est-ce que les protocoles font partie de la charte? Est-ce que l'abolition de la peine de mort, je me tourne vers Bill Chabas, fait partie de la charte ou pas? Et puis, dernière étape, pour réagir à ce que vient de dire Claire Brisset, c'est la nouvelle notion qui est apparue plus récemment de traité de base, de core instrument, avec une dizaine de traités des droits de l'homme qui créent un organe de suivi et qui ont une vocation quasi universelle dans le sens de la Convention citoyenne, en allant vers la ratification par tous les États. Comment vous voyez cette articulation? Est-ce qu'on peut s'arrêter à une phase? Est-ce qu'il y a une dialectique entre la déclaration, la charte internationale des droits de l'homme et puis la notion de traité de base, de core instrument? Professeur, vous lancez? Alors, je n'ai pas développé cet aspect des choses dans le cadre de ma présentation, mais moi, il me semble que tous les traités qui viennent d'être évoqués sont à inclure dans cette charte. Je dirais que quand on évoque l'idée de matrice ou bien de socle, qui est une notion que j'ai été amenée à utiliser dans ma préparation, on va même un peu plus loin, c'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie continuité avec naturellement tous les traités de protection des droits de l'homme qui sont empilés au fil des années, mais également d'autres instruments qui constituent peut-être des étapes vers de nouvelles conventions. Par exemple, alors j'ai eu des propos assez peu amènes concernant le pacte mondial parce que il n'y a pas
il y a un système de mise en valeur pour les entreprises qui me semble critiquable. Et je considère que l'Organisation des Nations Unies a mêlé des genres autour de cet instrument. Mais il n'empêche que quand on regarde la manière dont le pacte mondial a été élaboré, il s'inspire lui-même des grands instruments de protection des droits de l'homme onusiens, et qu'aujourd'hui, on en vient à des discussions autour d'un instrument à caractère obligatoire sur la protection des droits de l'homme directement par les entreprises. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche d'ensemble, me semble-t-il. C'est en tout cas le sens de nos diverses interventions. D'ailleurs, Roland Adjovi, par les exemples qu'il a donnés tout à l'heure, montre bien combien la Déclaration universelle des droits de l'homme est conçue comme une source d'inspiration, en réalité. Professeur Chabas. Oui. J'aimerais ajouter un élément au sujet des mécanismes qui invoquent la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'examen périodique universel, qui maintenant constitue une obligation, enfin, c'est vu comme ça, par l'ensemble des pays membres des Nations Unies, dans la résolution qui crée le cadre juridique ou la base. On parle de la base de l'examen périodique universel. On a 4 éléments. Ça commence avec la Charte des Nations Unies, qui, enfin, ne dit pas grand-chose au sujet du contenu des droits fondamentaux. Paragraphe 2, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Paragraphe 3, les conventions ratifiées par l'État en question. Et 4e, c'est des engagements unilatéraux faits par l'État. Donc, dans l'examen périodique universel, c'est très, très, très rare qu'on cite la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on ne le traite pas comme ça. Mais on peut, bien sûr, étudier le contenu de ce que les États disent, non seulement dans leur rapport sur leur propre rapport, mais aussi les questions qu'ils posent à d'autres États, leur engagement avec d'autres États. On peut identifier un ensemble de droits fondamentaux qui correspondent à peu près à ce qu'on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec bien sûr des développements progressistes. Je crois que l'expression International Bill of Rights, c'est le président Truman dans son discours à la fin de la conférence de San Francisco qui a dit, c'est le premier point à l'ordre du jour maintenant, c'est de rédiger, mais il n'y avait pas de vision claire de la nature de ce Bill of Rights. Et c'était plus tard, c'était vers la fin de 1947, je crois, qu'on a pris la décision d'en faire 2 ou 3 instruments différents, un genre qu'on appelait un manifeste au début, la déclaration. Deuxième était une convention qui devient le pacte et qui devient 2 pactes, et puis les mécanismes de mise en œuvre qui devient le protocole facultatif au premier pacte. Enfin, je ne devrais pas le dire, non, au pacte sur les droits civils et politiques. Et puis un autre élément des travaux qui est intéressant, c'est en août 1948, quand la Déclaration universelle des droits de l'homme est prête pour les négociations finales et son adoption, tandis que le pacte est encore dans un état moins complet. Et on propose d'aller avec la déclaration, de le faire adopter à la 3e session de l'Assemblée générale et de remettre à l'an prochain le pacte. Et puis il y a un débat parce qu'il y a certains États qui s'opposent à scinder les 2 instruments parce qu'ils disent vous n'allez jamais adopter le pacte. Vous allez adopter les déclarations universelles des droits de l'homme et le reste, là, on va l'oublier. Ils n'avaient pas tout à fait tort, parce que ça a pris, comme on le sait, 17, 18 ans avant que les 2 pactes soient adoptés. Et je me demande si notre vision, enfin, des 2 instruments aurait été différente si on avait insisté. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu de déclaration universelle, parce qu'on aurait remis l'ensemble du Bill of Rights. Enfin, mais
Alors, c'était cette décision de procéder qui probablement a donné un élan et une importance, même plus que prévu à l'origine, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci. Merci, professeur. Je crois que le professeur Canto Rivera voudrait nous parler des recours, je crois. Oui, un petit instant, mais avant ça, je voulais simplement dire un mot par rapport à la question précédente. Et si je ne me trompe pas, et le professeur Chavas pourrait me corriger probablement, la négociation, la discussion de l'article 1er de la déclaration, et le résultat, c'est vraiment, qu'on lit ici, tous les êtres humains, c'est justement à cause de l'objection, peut-être de certaines personnalités au sein de la commission qui ont rejeté l'idée de mettre tous les hommes. Donc, il y avait quand même cette idée à l'esprit dans la salle, et c'est, je crois, quelque chose de très important. Concernant la question des garanties, à mon avis, c'est une chose sur laquelle j'ai réfléchi beaucoup les derniers mois, notamment, c'est que, bien qu'on parle de 9 traités fondamentaux, si on peut dire ça, il y a en réalité 12 traités. Finalement, on parle de 3 autres traités qui complètent le pacte, qui complètent la Convention sur les droits des enfants, par exemple, mais qui touchent des questions de fond, pas forcément une question simplement de complémentarité. Et pour moi, comprendre ça nous amène aussi à voir comment les protocoles avec les mécanismes de communication ou de suivi sont vraiment des instruments qui doivent être compris comme faisant partie de la charte. Soit la charte, soit finalement du cadre général des droits internationaux des droits de l'homme, mais qui permet de voir la question comme un ensemble, finalement. Et c'est justement l'une des questions qui ont été abordées plus ou moins dans les discussions initiales au sein de la Commission, si je ne me trompe pas, et qui était, comment faire vivre cet instrument, comment donner des mécanismes de protection pour assurer que les personnes qui ont une plante, n'importe où dans le monde, peuvent venir devant les Nations Unies pour demander le respect à leurs droits. Merci beaucoup, professeur. Je vais prendre les 2 dernières questions. Oui, monsieur. Comment procéder aujourd'hui et demain pour renforcer la mise en œuvre, le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et plus précisément, l'ONU, consciente des difficultés de fonctionnement du multilatéralisme, a décidé d'organiser en septembre 2024 un sommet de l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion de faire avancer la capacité de l'ONU de mettre en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme et par quelle suggestion vous pourriez faire à cette occasion? Oui. La question de la mise en œuvre des droits énoncés par la DUDH, c'est une question qui se pose depuis que la DUDH est adoptée, même un petit peu avant. Il y avait eu, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y avait eu 2 projets. Il y avait un projet qui était soutenu par René Cassin, de mettre en place un tribunal qui permettrait de juger l'application des droits énoncés par la DUDH. Et c'est quand il a présenté son projet à Paris que le gouvernement a souhaité ne pas le soutenir dessus. Donc il avait fait cette proposition et le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, à l'époque, avait décidé le 25 mai 1948 de ne pas soumettre ce projet à l'ONU. Il y a eu un autre projet sur lequel je ne m'étends pas beaucoup, qui a été développé par l'Australie, mais qui a été quand même développé article par article, vraiment pour aboutir à une cour internationale. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a eu un dernier projet qui a été développé par la Suisse, la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mme Calmiret, que j'ai un petit peu évoqué dans ma présentation tout à l'heure, et qui a été rédigé par Marie Robinson et Paolo Sergio Pinheiro, et puis d'autres personnes qui ont participé à cela, et ils ont entièrement établi
une convention qui pourrait être ratifiée pour mettre en place une Cour internationale des droits de l'homme. Mais à ma connaissance, on en est là aujourd'hui. Commentaire? Non. Une dernière question. Bonjour. Ma dernière question, elle se dirigerait vers Monsieur Umberto Canturivera. Je vais me lever. Elle est surtout sur les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à l'heure, vous avez justement soulevé le fait qu'elles n'avaient pas, notamment l'article 1, été votées à l'unanimité. En vue du contexte actuel social, politique, universel, pensez-vous que 75 ans plus tard, ces articles-là soulèveraient quand même des questions et des discriminations en question de justement les sujets que ça soulève, notamment la dignité humaine et l'autodétermination? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Qui souhaite répondre? C'était pour moi, oui. C'était pour vous. Hein. Merci. Bon, finalement, la question de la dignité humaine et surtout de l'égalité, la discrimination, c'est à mon avis le cœur de toute la problématique quand on parle des droits de l'homme. Et on le voit très clairement, donc il faut simplement regarder la télé, les médias, les réseaux sociaux pour trouver que ce n'est pas vraiment une question où nous avons pu avancer comme on devrait l'avoir fait dans les derniers 75 ans. Mais surtout, il faut réfléchir à une chose, à mon avis, et c'est comment la question, notamment sur le contexte de la liberté d'expression, par exemple, devient beaucoup plus difficile pour les États et pour d'autres acteurs, comme la professeure Coulet a parlé tout à l'heure, pour assurer le respect des droits. Si l'on cherche n'importe où sur Twitter ou X ou les autres réseaux sociaux, on va trouver très clairement que ce n'est pas une question simple. Et surtout, comme ça devient une question plus démocratique, ça devient un défi beaucoup plus simple pour les États et même pour les entreprises qui gèrent ce type de plateforme, par exemple. Mais je pourrais vous dire en de très peu mots que ce n'est pas vraiment une question où nous avons réussi à assurer la mise en œuvre effective partout dans le monde. Mais il faut aussi voir l'autre côté, où le verre moitié plein. Il y a quand même des progrès concernant cette question. Donc, c'est, comme on a évoqué tout à l'heure, une question qui nous force à continuer à travailler tous les jours sur ces domaines. Merci beaucoup. Monsieur Cissé-Gouraud. Je me trompe. Ce n'est pas une question, il s'agit tout simplement de renforcer ce qui a été dit, la Déclaration universelle comme socle juridique, et l'illustrer en faisant référence aux décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, jusqu'y compris la toute récente décision dans l'affaire Ousmane Sonko contre l'État du Sénégal. Vous noterez que dans cette affaire, aussi bien le requérant que le défendeur ont eu à se référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme en spécifiant des dispositions précises qu'ils ont estimées avoir été violées. Bien entendu, la décision qui a été rendue par la Cour n'a pas donné gain de cause à l'opposant Ousmane Sonko, mais c'était tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas dans le contexte africain, est quelque chose qui est reconnu comme étant un véritable socle juridique. En fait, c'est devenu, pour reprendre l'Aubert dictum, ou tout simplement ce qu'avait dit à l'époque l'Institut de droit international, c'est devenu une obligation erga omnes. Bon, et il est vrai que même la Charte africaine des droits de l'homme, si vous prenez certaines des décisions de la Commission africaine des droits de l'homme, et même la Cour africaine des droits de l'homme, s'appuie aussi sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme, comme elle s'appuie sur l'ensemble des déclarations, conventions qui ont été adoptées dans le cadre des Nations Unies.
merci beaucoup, c'était très clair et très précis. Malheureusement, je crois que pour les questions, on sera obligé de s'arrêter là. Je pense qu'à la faveur des pauses, vous pourrez quand même aussi poser des questions aux intervenants. Je pense qu'ils seront très ouverts à cela. Maintenant, juste pour conclure, je laisse 2 minutes à chacun pour ou un message que vous voudriez nous adresser à nous en tant que citoyens en cette période de célébration de la DUDH, ou tout simplement ce que vous auriez aimé dire si vous aviez eu 2 minutes de plus. Oui, c'est ce que je vais faire. Allez, professeur Chabas. On n'a pas parlé de droits qui se trouvent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui n'ont pas été repris dans les traités ou dans les pactes, entre autres le droit d'asile. Je suppose que l'explication, c'est que le droit d'asile est dans la Convention sur les réfugiés, mais l'article sur le droit d'asile dit qu'on a le droit de chercher l'asile et non seulement de l'obtenir. Et ça, ce n'est pas un droit qui est protégé par la Convention sur les réfugiés. Et il y a le droit à la propriété qui était complètement oublié. On ne savait pas où le mettre, dans lequel des 2 pactes. C'était une bonne question d'examen pour les étudiants. Dans lequel des 2 pactes avons-nous mis le droit à la propriété? Et puis la réponse, c'est aucun des 2. Et puis enfin, il y a un petit droit très curieux à la toute fin de la déclaration, dans l'article 27 sur les droits culturels, qui est le droit de jouir des arts. Et je crois qu'il y a un droit aux arts dans la Convention sur les droits de l'enfant, mais pas dans les 2 pactes. Et j'ai cherché l'origine de ce droit, parce que lorsqu'il a préparé le premier projet, John Humphrey avait fait un texte de 300 ou 400 pages où il a analysé tous les projets de déclaration et toutes les constitutions des États membres des Nations Unies, au moins ceux qui avaient de constitution. Et là, il a fait comme une tri, et là, ça a donné 48 articles. Et parmi ces 48 articles était un article sur les droits culturels avec le droit de jouir des arts. Mais le droit de jouir des arts ne se trouve nulle part dans les projets. Et ma conclusion, c'est que ça, c'est la contribution de John Humphrey. C'était John Humphrey, qui était un mélomane, qui aimait beaucoup les arts, a décidé de le mettre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et personne a pris la peine de l'enlever. Et donc, nous l'avons, et c'est un très beau droit. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais faire 2 remarques dans le prolongement de ce que vient de dire le professeur Chabas. Moi, il me semble important aujourd'hui, maintenant qu'on a fait la démonstration de ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme était le début d'un chemin, de reposer la question de l'effectivité des droits de l'homme. On en est quand même là. On a toute une architecture d'instruments extrêmement ambitieuse, et dans le même temps, on a beaucoup d'exemples actuellement qui montrent combien le respect effectif des droits de l'homme peut être questionné. Alors j'ai notamment deux exemples à l'esprit. J'étais intervenue il y a quelques années dans un colloque où on m'avait proposé de parler de l'éloignement des populations indésirables sur les îles. Le mot indésirable était entre guillemets, et je trouve que depuis ce colloque, la catégorie des populations indésirables s'est considérablement élargie. Je trouve que c'est un sujet d'inquiétude qu'on devrait tous savoir. La protection des populations qui se trouvent dans les territoires occupés également est un vrai sujet de préoccupation dans le contexte actuel. Je pense que vous verrez à quoi je fais allusion. Ça nous renvoie à la problématique de l'effectivité du droit humanitaire également, alors même que, comme dans le domaine des droits de l'homme, et peut-être plus encore d'ailleurs, dans le domaine du droit humanitaire, nous avons des conventions internationales très largement ratifiées. Eh bien, nous voyons actuellement les populations civiles, les enfants, être les cibles des États. Il y a véritablement de quoi s'alarmer quand on jette un regard
quand on voit les instruments qui ont été accumulés et cette réalité-là, ça interroge bien naturellement. Et pour terminer sur une note un peu plus positive peut-être, et rebondir sur cette histoire de droit de jouir des arts, eh bien peut-être qu'on est en train de voir une nouvelle étape franchie dans ce domaine, et une étape qui est attendue depuis longtemps dans les pays du Sud. C'est celle de la restitution des biens culturels africains, qui est un sujet actuellement, et on l'aborde beaucoup à travers la question du droit des musées, du statut de ces biens, mais je pense qu'on peut également l'aborder à travers la question du droit à la culture et du droit d'accès à sa propre culture. Merci. Monsieur Gambarazza. Merci. On a vu que la Déclaration universelle, elle a suscité au moment de son adoption des espoirs, exprimés notamment par René Cassin, mais aussi des craintes, et je l'ai évoqué tout à l'heure avec la délégation sud-africaine. Et il est intéressant de voir aujourd'hui que ces craintes et ces espoirs étaient en réalité visionnaires. Visionnaires parce qu'aujourd'hui, la Déclaration universelle, elle constitue, on a utilisé ces termes de socle ou de norme. Je voudrais reprendre la doctrine de Roberto Ago, qui a développé l'idée de norme initiale et fondamentale du système. Et en ce sens-là, la Déclaration universelle, elle est devenue la norme initiale et fondamentale du système du droit international des droits de l'homme développé à partir de 1948. Et à partir de là, elle est la matrice, le socle juridique qui permet l'interprétation du droit international des droits de l'homme, qui a pu par la suite être codifié dans des pactes. On a évoqué tout à l'heure sur la question de la détention arbitraire, codifié dans les pactes concernant la détention arbitraire, par exemple. Quand bien même l'État n'a pas ratifié, on considère que c'est la Déclaration universelle qui est la matrice du pacte, ou la codification à travers la Convention ou le droit coutumier. C'est un statut que j'avais entrevu dans les recherches que j'avais faites il y a une dizaine d'années, et qu'aujourd'hui on voit avec davantage de clarté, notamment à travers les dernières décisions qui ont été rendues par la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, mais aussi en France à travers les décisions qu'a rendues la Cour de cassation. Alors, pour conclure, je dirais que si on considère que la déclaration de 1948 n'est pas une fin en soi et qu'elle n'autorise pas ainsi une lecture restrictive des droits énoncés dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, mais si on la considère comme étant la norme initiale et fondamentale du système établi à partir de 1948 du droit international des droits de l'homme, la Déclaration universelle justifie une interprétation ouverte au développement ultérieur des droits de l'homme et permet en conséquence de protéger un nombre toujours plus grand de droits de l'homme. Merci beaucoup. Professeur. Très bien, peut-être, je ne sais pas si ça... Oui, ça sonne. Je voulais dire 2-3 mots sur peut-être une autre approche, et c'est une approche plus pratique. Ça fait déjà 9 ans que je participe à la négociation de la Convention sur les entreprises et les droits de l'homme comme expert de la délégation mexicaine. Et s'il y a une chose que j'ai remarquée, notamment dans la dernière session qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, c'est la nécessité de trouver des solutions et de coopérer sans perdre de vue l'objectif qu'on poursuit dans ce type de processus. Et je dis ça parce qu'en lisant les travaux préparatoires de la Déclaration universelle, je garde ça à l'esprit. Il y avait des positions différentes, mais il y avait une approche constructive pour aboutir finalement à obtenir une déclaration. Ça n'a pas été le cas nécessairement dans la négociation en cours. Maintenant, c'est la même chose qui se passe dans le processus sur le plastique. Et à mon avis, c'est surtout ça, la capacité de construire et de travailler avec des autres États dans d'autres régions pour trouver des solutions pour protéger et respecter les droits de l'homme. Merci. Je ferai 2 observations. Et la première sera en réaction aux 2 premiers intervenants, parce qu'il y a un lien dans leurs commentaires que je veux souligner. Le droit à la propriété dont parlait Chabas,
c'est ce droit qui est nié quand les États coloniaux se sont appropriés des biens culturels de façon extraordinaire et ont intégré ça à leur patrimoine national. Ça amène la deuxième observation que je veux faire, c'est que la désinformation qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé. Et donc, la déclaration, il faut la relire, la lire et la relire pour s'assurer d'une compréhension continue et actuelle. Il y a eu une fois, je faisais un cours dans un pays que je ne nommerai pas, où les étudiants estimaient que les droits à l'orientation sexuelle ou à la liberté sexuelle étaient contraires à leur religion. Et j'ai essayé de leur faire comprendre que leur religion n'a jamais été leur religion avant et que c'est arrivé avec une colonisation arabe, une colonisation occidentale, et que ce qu'ils prétendent être leur culture ou leurs coutumes sont nés il y a juste quelques années et que donc il fallait qu'ils remettent les choses un peu mieux en cause au lieu de s'inscrire dans un cadre de désinformation intellectuelle et culturelle massif. Donc, lisons et relisons, essayons de comprendre et de l'adapter à notre environnement. Merci. Merci beaucoup et merci de souligner l'importance aussi de l'éducation aux droits de l'homme à tout âge. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord qu'on adresse un immense remerciement à tous nos intervenants par leur qualité de leurs interventions. Ils nous ont donné beaucoup à réfléchir, beaucoup à travailler. Donc, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont à la tribune. Je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes dans cette salle, et puis tous ceux qui nous ont entendus en ligne. Merci de votre présence. Je voudrais vous dire que malheureusement, nous nous quittons. La séance s'achève. Sous le contrôle de Jérémy, je peux vous indiquer que les travaux reprendront à 14h avec la deuxième session consacrée à la Déclaration universelle des droits de l'homme comme dynamique internationale. Merci à tous, merci aussi aux équipes de l'AFNU et merci aussi aux équipes du Centre Convention. Bonne journée.